Bonjour, aujourd'hui nous accueillons un nouveau candidat au jeu de la vérité. Raymond, veuillez avoir l'amabilité de vous présenter. Eh bien, je suis un père de famille, j'ai 12 enfants, 144 petits-enfants et 20 736 arrière-petits-enfants. Merci Raymond de vous être présenté de façon très complète et fort intéressante, qui nous renseigne vraiment sur ce que vous êtes. Bon, là j'y vais un peu fort, mais c'est à peu près ça. On a l'impression que ces gens se définissent par le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir, et de cette façon on a l'impression qu'ils donnent le sentiment que ce sont de vrais mâles dominants, qui sont donc dotés d'une fertilité extraordinaire. Et c'est curieux parce que leurs enfants sont jamais des homosexuels, ils sont avec leur petite amie, ils ont fait de hautes études, leur petite amie aussi, mais un petit peu moins quand même, généralement, quand on creuse. Et voilà. Donc on tombe dans ces schémas stupides qui n'apprennent rien sur la personne. Qu'elle ait 12 enfants, 144 petits-enfants et 20 736 arrière-petits-enfants, ça n'a pas d'intérêt en soi. Enfin, voilà. Et c'est sur ces informations-là qu'on se base souvent. Bon, j'ai pas regardé toutes les émissions un peu faciles de télé-réalité, mais quand je suis tombé sur certaines d'entre elles, c'était ce genre de discours. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a un peu agacé dans le train. C'était un père qui parlait de son fils et de sa petite amie. On a l'impression, enfin, je dis pas qu'ils sont glorifiés, mais c'est jamais ah ben mon fils il est homo, il est parti avec son petit ami, ou ma fille elle est lesbienne, elle est en vacances avec sa petite amie. Ça je l'entends quasiment jamais. Bon après, c'est vrai que nous sommes minoritaires, il n'y a pas des masses, mais ça finit par créer un sentiment d'isolement. On se sent isolé du fait d'être homo, déjà, puisqu'on est moins nombreux, on a l'impression de jamais trouver spontanément du moins, si on les cherche, on les trouve sur Internet maintenant, deux personnes qui nous ressemblent, et on a l'impression aussi que en plus on a la double peine puisque les conversations qu'on nous inflige sont vraiment plates, inintéressantes, et dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, notamment je m'en suis rendu compte récemment, quand on aborde des questions liées à la mort par exemple, là il y a les problématiques sont simplement éludées. Alors vraiment là ça commence à me gonfler de ce genre de pratique, mais je ferai une vidéo justement à ce propos. Par contre, donc toutes ces réunions où on rassemble plein de gens, il y a des gens d'ailleurs qui me racontent qu'ils vont inviter des amis, il y en aura 20 ou 22, je sais plus combien, ce que j'avais entendu à un moment donné. Déjà, j'ai envie de lui dire, mais vous pouvez pas avoir 22 amis, c'est pas possible. Dans toute une vie, même, peut-être, et encore, ça paraît difficile, 22 amis dans toute une vie, c'est énorme. Encore faudrait-il définir ce qu'on appelle amis, Mais je comprends pas comment ils peuvent supporter chez eux d'avoir autant de monde. Moi, je serais paniqué, je vois pas l'intérêt. Au-delà de quelques personnes, ça paraît déjà bizarre. Enfin, vraiment, j'ai pas dû être élevé de la bonne manière, je sais pas, mais moi j'arrive pas à adhérer à tout ça. Et par contre, j'ai remarqué une chose quand même, c'est que lorsque les gens, on est en face à face avec eux, ça se passe beaucoup mieux. Ça fait penser à ce que disait Madame Campan. Quand on est deux, le cœur peut s'épancher. Quand on est trois, on peut aborder, je sais pas, une question de société. Enfin, elle dit pas ça comme ça. À un moment donné, elle dit, on peut parler d'un naufrage. Enfin, vous avez sans doute lu les mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, qui est à l'origine d'ailleurs d'institutions de jeunes filles, où notamment ont suivi des cours la future reine de Hollande, la reine Hortense, et aussi la comtesse du Quéla, qui est la meilleure amie de Louis XVIII. Enfin, notamment. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, moi, qui me peine, qui m'alourdit ma vie. Moi, je trouve que c'est déjà assez pénible. Et par contre, on est en individuel à deux, ça se passe mieux. Déjà, première raison, on aborde des thèmes intimes, même des banalités, ce n'est pas grave, je suis pas en train de dire qu'il faut parler que de sujets intellectuels, mais arrêtez de tomber dans les lieux communs stéréotypés de conversation. Les hommes qui se vantent d'avoir
tant d'enfants, tant de petits-enfants, tant d'arrière-petits-enfants, et d'ailleurs ils ont l'air cons en général ceux qui disent ça. Je trouve qu'ils ont, je dis pas que ce sont de gros abrutis, mais on a l'impression que c'est la moyenne bourgeoisie un peu conservatrice et conventionnelle. Après, ça peut-être pas quoi dire d'autre, hein, puisque en fait, quand on est en groupe, il y a un nivellement par le bas. C'est le plus petit, le plus grand, c'est quoi, le plus petit commun dénominateur, je sais pas. Enfin, au bout d'un moment, comme on n'a pas assez de sujets communs, l'un s'intéresse, mettons, à la littérature du XVIIe siècle, l'autre au foot, l'autre à l'opéra, un autre, je sais pas moi, au chat. Et bien en fait, il faut trouver un point commun, évidemment, et on ratisse très bas, et on finit par finalement tomber sur des choses très basiques qui ne mettent pas les personnalités en valeur, hein. Alors, entre garçons, il y a toujours le sport d'équipe qui revient tout le temps. Moi, j'en ai marre, mais j'ai pas été formaté comme ça, mais je suis complètement largué et ça me coupe de beaucoup de conversations. J'arrive pas à m'y intéresser. Alors, je me souviens un jour, je tenais un bureau de vote, c'était à Beaumont, et j'avais à côté de moi une personne d'un parti comment dire, de droite d'ailleurs, de droite assez radicale, et elle partait du principe que la plupart des hommes s'intéressaient au sport d'équipe. Oui, mais d'accord, mais elle partait pas du principe que ça pouvait être un formatage et qu'ils avaient peut-être pas envie de s'y intéresser et qu'on les avait obligés, on les avait façonnés de cette manière. Mais c'est bien beau, on peut s'y intéresser au sport d'équipe, c'est pas le problème, hein, mais c'est une constante des thèmes qui reviennent tout le temps. Moi, ça me fatigue, hein. Moi, j'ai envie de rentrer dedans au bout d'un moment. Bon, d'ailleurs, ça m'exclut complètement de tout, de plein de choses, de plein de conversations qui moi, je me sentir, je sais pas, ça me fatigue, voilà. Et comme je vous dis, avec des gens qui ne sont pas, on arrive en tête à tête à avoir des conversations intéressantes, mais sur des banalités aussi, mais des banalités qui ont du sens parce que les gens ne sont pas creux. Une banalité exprimée par une personne qui n'est pas complètement idiote ou complètement dans le conformisme, ça va vous paraître intéressant alors que ça ne l'est pas objectivement, parce que elle va repérer des détails amusants, elle va avoir une perception un peu poétique de l'événement banal, elle va se projeter dans une réflexion entre guillemets philosophique, enfin, mais sans en avoir conscience, sans avoir forcément un haut niveau d'études, hein. On n'a pas besoin de se référer à des auteurs, il suffit de se référer à soi-même. On n'a pas besoin de se référer à tel philosophe pour faire de la philosophie, hein. À chacun à son niveau. On réfléchit, on arrive aux mêmes conclusions de façon parfois moins élaborée et moins savante. Voilà. Et il se trouve aussi je pense aussi que le fait que ces tête-à-tête nous paraissent plus intéressants, ça vient aussi du fait que les gens avec lesquels on est en tête-à-tête sont des gens avec lesquels on a quelques points communs, des affinités, même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et on est prêt à aller en tête-à-tête avec eux, tout simplement, avec ces personnes. Voilà. Voilà, je n'ai pas révolutionné le monde des conversations barbantes, mais on a envie de casser tout ça. Moi, j'ai envie vraiment soit d'y pas y participer, je dis mais lâchez-vous un peu, soyez un peu vous-même, arrêtez de vous conformer aux stéréotypes qu'on vous a inculqués. Et d'ailleurs, je parlais des homos, mais même chez les homos, il y a des stéréotypes qui entrent parce que il est de bon ton quand on est homo d'être hyper viril, d'avoir les caractéristiques d'un hétéro qui dont la seule dissemblance c'est d'aller avec un homme. Désolé, moi j'ai pas envie d'être viril, j'ai envie je m'en fous, arrêtez de nous emmerder quoi. Enfin arrêtez. Et c'est pas moi qui le dis ça, c'est vraiment, on a l'impression, je m'en souviens quand il y a quelques années, dans les années 80, il y avait des annonces de recherche de rencontres et on précisait folle, moche, lunettes, s'abstenir. Alors folle, déjà folle, ça veut dire quoi? Déjà les gens qui sont qualifiés comme ça, souvent ce sont des gens qui ont participé grandement aux droits des homos en fait, qui ont fait avancer les droits de la société, qui ont fait avancer la société, donc il faut les respecter. Et d'abord, pourquoi pas? Moi je vois pas déjà. Ce terme est injurieux et ça correspond à une volonté d'entrer dans la norme hétérosexuelle. Donc ceux qui écrivent de ce genre de choses, c'est qu'ils sont homophobes au fond d'eux-mêmes, même s'ils sont homo assumés.
Moche, déjà, c'est subjectif, hein. Il faut pas se baser sur une photo. Souvent, le visage en photo apparaît effectivement assez laid, mais quand on le voit en mouvement, on a tout à fait un regard différent. Donc, puis c'est ridicule. Ça veut dire que soi-même on est beau. Bah, c'est vachement prétentieux déjà. C'est assez odieux. Et lunettes, ah bah lunettes. Oh là là. Celui-là, il va pas faire comment dire hétérosexuel de base. Lunettes, ça suggère quelqu'un qui va lire, mais c'est idiot. Il y a des gens qui sont dans le bâtiment qui ont des lunettes, hein. Mais il y a plein de stéréotypes associés. Où là, il va réfléchir et on pourra pas le dominer comme on voudra, hein. Ça va être un problème. Voilà. Enfin bon, c'est un coup de gueule de cafard du matin là dont je vous fais part, mais qui est vraiment on se rend pas compte à quel point c'est lourd. Après, on peut effectivement participer à ces réunions stupides en ayant un regard justement amusé. C'est peut-être la meilleure solution si on ne peut pas y couper, et prendre des notes si on est écrivain pour construire de nouveaux personnages, des personnages ridicules et plats que l'on aura parfois observés, mais encore je le dis, c'est la situation. Alors là je suis dans ma formation en psychologie qui insiste beaucoup sur l'aspect situationnel, sur l'aspect contextuel. C'est souvent le contexte et la situation qui nous amène à de parfaits abrutis ponctuellement. Voilà. Souvent, hélas. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne journée plutôt.